Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé chez Tracteur, un studio de développement tech pour les entrepreneurs à l'origine de ce projet Open Startup. J'ai le plaisir de partager avec vous chaque semaine des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, le sujet c'est la levée de fonds et en particulier sur la phase d'amorçage auprès de Business Angel. Avantages, inconvénients, timing, indicateurs, bonnes pratiques, autant d'éléments sur lesquels Corentin Orsini, mon invité du jour, nous apporte des réponses très pragmatiques. Corentin réalise de l'accompagnement à la levée de fonds, anime une grande communauté de business angels et il est également investisseur actionnaire de plusieurs startups. La personne idéale pour parler de ce sujet. Bonne écoute. Salut Corentin. Salut Guillaume. Écoute, je suis hyper enthousiaste à l'idée de débuter cet enregistrement avec toi parce que, à vrai dire, quand j'ai lancé ce format de podcast, je me suis dit que certes, je voulais faire des interviews, échanges avec des entrepreneurs, mais je voulais aussi faire des sessions thématiques sur des sujets qui touchent les entrepreneurs. Et sur le thème levée de fonds, dans mes premières notes, j'ai mis faudrait que je parle à Corentin. Donc, on y est. Merci d'être là. De rien. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler du financement pour les startups plutôt en phase de démarrage post-prototypage qui cherchent des fonds justement pour structurer et accélérer leur phase de mise en marché. Mais avant ça, est-ce que toi, tu peux te présenter et nous présenter par la même occasion Super Capital? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle donc Corentin Orsini. Je suis basé dans le nord de la France, à côté de Lille. Je suis assez souvent amené à être à Lille, à Paris, à Bruxelles, dans les temps hors Covid. J'ai fondé Super Capital il y a environ 3 ans. Super Capital, c'est une grande communauté de business angels francophones qui sont installés pour leur immense majorité en France, Suisse francophone, Belgique francophone et Luxembourg francophone. Ces business angels-là, on leur envoie régulièrement, chaque semaine, 1 ou 2 deals early stage qu'on trouve intéressants, qu'on a sélectionnés drastiquement parmi les 300 dossiers qu'on reçoit chaque mois. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait au jour le jour avec cette communauté d'Angel Super Capital depuis 3 ans, donc depuis 2017-18 quoi. Et il y a 6 mois, donc à l'automne 2020, on a en plus lancé une petite société d'investissement. Donc en plus d'être intermédiaire, on est aussi investisseur maintenant, avec, avec 2 amis qui sont Fred et Thibaut, avec qui donc on manage cette société d'investissement. Et on a avec nous 150 actionnaires, on peut appeler donc des LPs, qui non seulement ont amené de l'argent, mais amènent aussi leur réseau, leurs compétences et nous aident sur les deals, avant les deals et après les deals. Et on est super content de tous les avoir. C'est un vrai club. Et voilà, donc on a fait nos 6 ou 7 premiers investissements avec cette structure d'investissement. Donc voilà, une trentaine d'intermédiations l'année dernière en 2020 et une petite dizaine d'investissements. Et l'idée, c'est qu'on investisse 1 ou 2 tickets par mois avec cette nouvelle structure. Ok, ça marche. Merci. Tu as été assez humble à pas dire tout ton background, mais c'est vrai que avant de monter Super Capital, tu as fait pas mal de choses hyper intéressantes. Et puis, tu baignes aussi dans le milieu tech depuis assez longtemps. Je crois que tu avais monté un de tes premiers sites web en étant tout jeune, je crois, à 13 ou 14 ans, c'est ça? Ouais, absolument, j'avais monté mon premier site web en 98-99 quand j'avais 14 ans. C'était sur les jeux vidéo sur Macintosh, donc ça remonte. Et effectivement, ça, c'était ma toute première aventure un peu «entrepreneuriale» entre guillemets, même si c'était pas vraiment une société. C'était en fait une association loi 1901, mais quand même, voilà, ce qui était génial, c'est qu'à l'époque, on écrivait des articles sur des choses qui passionnent les ados, donc les jeux vidéo en l'occurrence, et qu'il y avait pas grand monde qui faisait ça sur Mac. Et en fait, du coup, on a pris assez vite une place un peu de «référent» entre guillemets sur le marché, même s'il y avait pas grand monde en face. Mais ce qui était super cool, c'est qu'en fait, on recevait les jeux gratos, tu vois, les éditeurs de jeux nous envoyaient les jeux gratos, et ça, quand tu as 14 ans, tu es super content de ça, quoi. Donc ça, c'était vraiment C'est le génial. rêve Et en puis fait, c'est ça. après, exactement, exactement. Ouais, ouais, non, vraiment. Et puis surtout, ça, en fait, ça m'a montré que, ouais, en fait, on peut
fait, ça m'a montré très tôt qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut, tu vois, dans la vie, c'est-à-dire en termes d'activité professionnelle, je parle. Tu pas obligé en fait, de rentrer dans des cases, d'être salarié et cetera. Tu peux créer ton propre truc. Ça me l'a montré en fait super tôt. À l'époque, déjà, on était full remote d'ailleurs en 98 puisque en fait, on s'est jamais rencontrés physiquement. On était 5 entre guillemets «associés» et un peu partout en France et en Europe et on faisait ça, en full remote. On utilisait ICQ à l'époque, mais peut-être je sais pas si tu connais, mais tu es peut-être trop jeune pour avoir connu, c'était l'ancêtre de MSN Messenger et tout ça. Si, 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 si. Bon, bah, top et voilà et donc non, bah, on s'éclatait bien. Cool, eh ben merci. On va revenir donc sur ce sujet investissement. Comme je disais, on va parler de cette phase plutôt de démarrage. Alors il y a un vocabulaire qui est vraiment dédié à tout ça. On parle de pré-seed ou seed, ou donc amorçage ou pré-amorçage en bon français. Et dans ce cercle-là des investisseurs, il y a trois grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la love money, qui sont la famille, les amis, les proches. Il y a les business angels, donc ça c'est vraiment ce que tu connais parfaitement et parce que tu animes cette communauté de business angels comme tu nous le disais. Et souvent dans un temps après, il y a ce qu'on appelle les fonds d'investissement ou private equity qui comprend les capital risques, les VC ou capital de développement, bref, je vais pas tout citer. Est-ce que pour qu'on ait tous un bon niveau de compréhension de tout ça, tu peux nous expliquer les grandes différences qu'il y a sur ces grandes familles d'investisseurs? Ouais, écoute, les grandes différences donc d'abord effectivement les friends and family donc comme leur nom l'indique, c'est les amis et la famille. Donc ça, c'est des gens qui, vont investir des petits tickets, quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros parfois. Et en fait, ça va servir à effectivement lancer la société au tout démarrage. Bon là, l'idée, c'est que c'est vos amis et votre famille donc certes, ils ont pas envie de perdre leur argent, mais ils sont pas non plus là pour faire, fortune quoi. C'est surtout, parce qu'ils croient en vous et qu'ils veulent vous soutenir, qu'ils viennent généralement. Après les business angels, bah, eux, ils sont là, pour vous soutenir certes, mais ils sont quand même là pour gagner de l'argent, à la base, même si c'est pas leur métier. Les business angels, généralement 99 des business angels, ils font ça par «passion» entre guillemets de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils font ça à côté de leur job. Généralement, ils sont chefs d'entreprise et ils font ça à côté, ils veulent effectivement, gagner de l'argent avec ça, faire des multiples et puis aussi vivre des aventures entrepreneuriales par procuration, on va dire. Mais il y en a très, très peu des business angels qui sont très structurés avec une équipe et tout. Il y en a vraiment très peu. L'essentiel, ils font ça un peu en «amateur» entre guillemets ou en semi-pro. Et par contre les VC, effectivement les investisseurs en capital risque ou cap dev, là, ils sont eux très structurés, c'est leur métier à plein temps, full time, tous les jours de l'année, ils sont payés pour ça. Et ils investissent évidemment des plus gros tickets et donc quand on disait les friends and family, quelques milliers d'euros, les business angels, quelques dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros pour les plus gros. Et les VC, ils investissent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, dans des tours de table plus gros et pour des boîtes plus matures. Ouais. Bon, de toute façon, pour cette phase-là, j'essaierai aussi d'avoir un invité dédié. On y reviendra plus tard, mais là, le but était de se concentrer déjà sur cette première phase-là. Merci là pour nous avoir donné cet état des lieux. Tu parlais des business angels qui voilà sont comment dire passionnés aussi et qui veulent aussi quand même gagner de l'argent. En général, ils estiment un retour sur investissement à un horizon de combien est-ce qu'il y a une moyenne là-dessus? Bah, ouais, si tu veux, eux, leur rêve, ce serait de ce serait de sortir des boîtes, dans les 3, 4, 5 ans Ouais. et en réalité, quand ils sortent, c'est plutôt, dans les, 5, 6, 7, 8 ans, tu vois? Donc Mhm. c'est vraiment un horizon de temps très long, parce qu'il y a assez peu de liquidité jusqu'à présent, c'est-à-dire des événements de liquidité, c'est difficile pour un BA de sortir, aujourd'hui d'une boîte, mais ça change beaucoup, c'est depuis ces 3, 4 dernières années, puisqu'il y a des grosses séries B maintenant qui se font en France, des gros tours de gros VC de plusieurs dizaines de millions d'euros et là, évidemment, à ce moment-là, les business angels, ils peuvent sortir. Donc ça fait un événement de liquidité supplémentaire par rapport à ce qui existait, avant et puis en plus de ça, il y a de plus en plus d'acquisitions et donc évidemment, au moment des acquisitions, ils peuvent sortir. Il y a aussi parfois le fondateur qui peut racheter les parts, si la boîte se porte super bien et est très rentable, le fondateur peut s'endetter pour racheter les parts des angels et tout le monde est content. Donc il y a de plus en plus de portes de sortie aujourd'hui,
parce que l'écosystème il grandit en maturité, et cetera. Il y a aussi des supers initiatives sur le marché secondaire, donc la revente d'actions d'employés ou de premiers business angels, comme l'initiative de Dealcab, par exemple, de ton confrère Mathieu Stéphanie notamment, qui a lancé ça récemment pour tu sais, pouvoir vendre et acheter des actions de belles scale-up françaises et européennes comme Cityscoot ou d'autres belles boîtes du même genre. Donc voilà, il y a de plus en plus d'initiatives et ça, c'est vraiment intéressant. Top. Je précise juste que pour les personnes qui n'auraient pas suivi, quand on va dire BA, parce qu'on va souvent dire ce mot-là, c'est Business Angel. Voilà, je Ouais, dis juste ça. BA ou parfois on dit angel ou angel investor. Voilà. Sur un processus classique de levée de fonds auprès de Business Angel, donc toi, tu es hyper familier parce que c'est ton métier tous les jours, de façon très pragmatique, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu as un entrepreneur qui te contacte en disant voilà, je me sens assez mature pour ouvrir mon capital et lever des fonds, j'ai envie d'accélérer, et le moment où l'argent il est littéralement sur le compte en banque de la startup. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ça? Donc là, il va se passer, pour les plus rapides, vraiment que j'ai vus, hein, 6 semaines, c'est rare. Ok. Et pour les plus longs, ce qui est moins rare, entre 6, 7, 8, 9 mois. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, il va se passer que d'abord, il va y avoir une phase où l'entrepreneur va devoir préparer, ses documents. Donc typiquement un pitch deck. Aujourd'hui, tu peux pas lever d'argent si tu as pas un pitch deck. Pitch Mhm. deck, ça fait 15, 20, 25 slides avec tout ton business model, l'équipe, tes KPIs, c'est très important. Les KPIs réalisés, les KPIs prévisionnels, et cetera. Donc un pitch deck, éventuellement un BP financier, Excel aussi. Mhm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un pitch deck. Le BP, bon, c'est toujours important et bien de l'avoir. C'est pas non plus indispensable à 100, mais c'est toujours bien de l'avoir. Voilà, et donc ensuite, une fois que ces documents vont être prêts, à la fois qualitatifs sur le fond et sur la forme, et bien là, il va falloir contacter le maximum de business angels et le maximum éventuellement de petits fonds early stage, si tu peux en contacter aussi, et faire ce qu'on appelle ton roadshow. Le roadshow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends la route et tu vas rencontrer tous ces gens. Alors aujourd'hui, avec le Covid, tu prends pas forcément la route, mais tu fais plein de visios, donc tu vas enchaîner plein de visios avec les angels, avec les investisseurs potentiels, et cetera, et tu vas leur pitcher ta boîte. Mhm. Et voilà, et donc imaginons par exemple que tu pitches ton projet à 50 business angels, et ensuite sur ces 50 business angels, il y en a peut-être une vingtaine qui vont vouloir te revoir pour un deuxième rendez-vous, où là, vous allez aller plus en profondeur sur les chiffres, sur le marché, sur les concurrents, sur peut-être le tour de table et la valorisation. Et puis après ce second entretien, généralement, le business angel va te dire si oui ou non il investit et combien. C'est là où il y a la fameuse lettre d'intention ou la term sheet en anglais. Oui, alors cette term sheet ou cette lettre d'intention, effectivement, ça c'est vraiment, ça émane souvent des investisseurs qui sont vraiment aguerris et qui sont vraiment expérimentés et structurés, donc comme les fonds ou comme certains business angels, vraiment expérimentés qui font beaucoup d'investissements. Donc là, effectivement, sur une telle, lettre d'intention ou term sheet, on va retrouver un peu les éléments principaux du deal avec, la valorisation, combien ils vont investir, quelles vont être les conditions principales du pacte d'actionnaires. Mhm. Donc ça, c'est soit le BA qui va écrire cette lettre, soit c'est son avocat, soit un peu plus souvent, c'est l'entrepreneur avec son avocat qui lui-même va rédiger une term sheet et la partager, en fait, la faire circuler aux investisseurs potentiels. Ou bien s'il y a un fonds dans le tour de table, c'est le fonds et c'est l'avocat du fonds qui va faire ça. Donc ça peut émaner à la fois de l'entrepreneur ou des investisseurs, d'un ou des investisseurs qui vont un peu se mettre d'accord autour de cette lettre. Ok. Et donc là, quand tout le monde est d'accord sur les modalités, en fait, parfois et en grande partie, mais là encore, tu vas certainement me dire que c'est uniquement pour ceux qui sont bien structurés. Il y a une phase dite de vérification ou, pour reprendre encore un anglicisme, de due diligence, où là, il y a tout un tas de vérifications, c'est ça? Ouais, exactement, toutes ces vérifications donc qu'on appelle, les due diligence, donc c'est des audits en fait, hein. Donc Mhm. là encore, alors, ceux qui sont le plus structurés comme les fonds vont le faire. Les business angels, ça dépend desquels. Il va y avoir des business angels qui vont investir des gros tickets et qui vont vouloir faire eux-mêmes leur propre due deal et d'autres qui vont être plutôt followers et qui vont pas les faire et qui vont se reposer sur les due deals faites par les autres. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ces due deals? Ça veut dire en gros, bah,
les investisseurs potentiels vont appeler les clients de l'entreprise en question pour savoir si les clients sont satisfaits du produit, sont satisfaits du service client, et cetera. Ça, Mhm. c'est une première couche de due deal. Ensuite, la deuxième couche de due deal, ça peut être la technologie. Est-ce que la technologie, elle est robuste? Est-ce que le développement, il s'est bien réalisé? Comment? Et cetera. Donc là, typiquement, soit le business angel, il est capable de faire ça tout seul, il va le faire, soit il va demander à des amis de le faire, soit il va demander à un cabinet professionnel de le faire, il va le rémunérer pour ça. Et puis ensuite, il va checker tout ce qui est, comptabilité, bilan, compte de résultat et puis, également, tout ce qui est, IP donc est-ce que tous les brevets appartiennent à l'entreprise? Est-ce que tout est carré au niveau juridique et comptable? Ok. Et donc, une fois que ça c'est fait, ben il n'y a plus qu'à signer et c'est bon en fait, c'est ça? Exactement, une fois que ça c'est fait, donc le pacte d'actionnaires est finalisé par les avocats. Généralement donc ce pacte d'actionnaires, si on est d'accord sur ce pacte, ben, tout le monde le signe et puis à ce moment-là, l'avocat va envoyer les bons de souscription d'actions à chacun des actionnaires et chacun des actionnaires vont signer ce bon de souscription d'actions et faire leur virement dans la foulée. Ok. Bon, ben, c'est très clair. Si je résume, il y a quand même une bonne phase de préparation en amont, donc pour avoir quand même des outils assez sexy et montrer qu'on est bien carré auprès des investisseurs qu'on va rencontrer. Il y a cette phase de roadshow. Alors là, toi, tu disais, on en sélectionne et on en envoie, tu as dit 50, et il y en a peut-être que 15-20 avec qui on va vraiment aller plus loin. Est-ce que il faut cibler tout le monde en espérant avoir le maximum du retour, ou alors il faut s'intéresser, il faut regarder leurs précédents investissements. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus? Et puis certainement là-dessus aussi, tu vas me dire, c'est pas juste on écrit un mail et on espère avoir un retour. Comment ça se passe sur ce premier contact avec l'Angel? Ouais, c'est une délicate question parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a effectivement une école qui va être, très, dans l'approche qualitative, dans l'approche de proximité, où là, certains entrepreneurs vont vraiment cibler soit des gens qu'ils connaissent bien ou alors, des gens qui sont dans leur deuxième cercle, donc qui connaissent bien certains de leurs connaissances, ou bien des gens qui connaissent, des investisseurs potentiels qui connaissent très bien le secteur d'activité en question et qui ont effectivement déjà investi dans ce secteur et qui ont comme thèse d'investissement d'investir dans ce secteur. Donc là, c'est une approche très quali. Clairement, ça va prendre beaucoup de temps de sélectionner tous ces gens, de les trouver, de les contacter. Mais effectivement, c'est une approche qui va, je pense, avoir un taux de transformation plus important. Mhm. Et puis après, tu as un peu une école différente qui va être de shooter un peu tous azimuts et de contacter le maximum d'investisseurs possible en se disant qu'il y aura un taux de conversion qui sera bien moindre, mais qui au final, bah, il restera quand même quelques investisseurs intéressés et donc on y arrivera bien. Écoute, moi j'ai pas de préférence pour une des deux écoles, les deux fonctionnent, le tout étant d'optimiser et de pas trop se défocuser du business. C'est-à-dire que l'entrepreneur, pendant qu'il fait tout ça, bah, souvent, il a pas trop de temps pour aller signer des nouveaux contrats avec ses clients et cetera. Or c'est ça qui prime normalement, qui devrait primer. C'est le développement du business en premier qui doit primer et ensuite c'est sa recherche d'investisseurs. Mhm. Donc des fois hélas, certains entrepreneurs, font un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier leur levée de fonds sur le business. Alors, bah, c'est facile de dire, hein, mais parfois ils ont pas le choix évidemment, mais c'est toujours mieux de faire l'inverse. Ok. Tu as sous-entendu aussi quelque chose. Est-ce que, et ça me fait venir une question, c'est est-ce qu'en fonction de son secteur d'activité ou de la techno qu'on est en train de développer, si on est sur quelque chose de très pointu, très deep tech ou dans une filière très particulière, est-ce que il y a des stratégies différentes en fait en fonction du secteur d'activité? À l'inverse, si on est sur quelque chose de très consumer, euh, utilisateurs finaux, tu vois, est-ce Hem, qu'il y a une approche différente? oui, enfin, oui et non, disons qu'il va y avoir des interlocuteurs différents. Si tu es vraiment en deep tech, là tu vas, et si tu es basé en France, on a quand même la chance en France d'avoir, pas mal de financeurs publics, de financement public pour, des projets type deep tech qui monétisent pas encore, tu vois? Mhm. Donc, la BPI évidemment est très connue là-dessus, mais aussi, les régions, les villes, les départements, tout un tas de les technopoles, tu vois? Tout un tas de quand même de dispositifs qui existent et qui sont un peu partout sur le territoire et donc là, tu vas, plutôt cibler en priorité ces gens-là
si tu es sur un projet vraiment deep tech qui va nécessiter beaucoup d'investissement avant même de faire du chiffre d'affaires, tu vois? Mmh. Alors que si tu fais déjà du chiffre d'affaires en croissance et cetera, là, tu vas pouvoir plus facilement cibler des investisseurs privés qui, eux, vont, plutôt regarder le rythme de croissance plus que, la technologie ou les fonds propres. Les banques, elles vont regarder les fonds propres. Les angels, ils vont regarder la croissance et le potentiel et les financeurs publics, eux, ils vont regarder tout le côté disruptif, technologique. OK. Mais d'ailleurs, quand tu dis, ils vont regarder, donc ça sous-entend qu'il y a des métriques particulières qu'on va mettre dans le pitch deck. Est-ce que toi, tu peux nous partager, est-ce qu'il y a une donnée qui est la plus importante, ou en tout cas qui doit être forcément dans tous les pitch decks que toi, tu vois passer, que tu pourrais nous partager? Bah, oui, il y a vraiment un truc important, c'est le business model, comment il est construit, comment il est articulé. Tu vois, je dois moi, en tant qu'investisseur, si je lis un pitch deck et que je ne sais pas, après la lecture du pitch deck, quel est le business model de la société, bah, en fait, c'est que l'entrepreneur a échoué, finalement. Mhm. Parce que donc moi, tu vois, je reçois 300 dossiers par mois, ça veut dire au moins 10 par jour. Et si tu veux, on a très peu de temps pour lire, des decks et donc il faut vraiment que le deck, en 3-4 minutes, on comprenne, l'intégralité enfin l'intégralité non, mais en fait qu'on ait un bon aperçu du business et surtout comment ça fonctionne en termes de business model. Ça, c'est très important. Il y a ça et il y a évidemment aussi tout ce qui est KPIs, actuels, c'est-à-dire les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, comment ta boîte s'est comportée en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'utilisateurs, tu vois? Le rythme de croissance, ça, c'est vraiment important. Ok. Donc en fait, enfin, alors ça c'est peut-être propre à toi, mais ce que tu nous dis, c'est que toi, tu reçois un pitch deck, tu passes, vu qu'il y a 10 slides, tu passes peut-être une minute par slide, et c'est vraiment le teaser qui fait que si ça t'a accroché, tu vas aller regarder peut-être un peu plus en détail le BP financier, et de là, ensuite, rentrer en contact avec l'entrepreneur. Ça se passe un peu comme ça? Ouais, c'est vraiment ça. Si effectivement la proposition de valeur de la société me parle bien, je vais aller vraiment creuser, un peu plus, les chiffres, je vais aller creuser le business model, les KPIs et cetera et puis, je vais regarder, bien sûr, l'équipe qui est derrière et puis là, je vais effectivement demander à parler à l'entrepreneur. Mais comme tu dis, le premier truc qui va vraiment m'attirer, c'est est-ce que la proposition de valeur, elle me parle? Le marché, il me parle et donc est-ce que je pense qu'il y a un truc intelligent à faire sur ce marché-là? Hem et par rapport aussi à ce que j'ai vu passer comme autres dossiers sur le marché et cetera, tu vois? Si je vois un truc que j'ai déjà vu 100 fois, bah, je me dis: «Aïe, bon, encore un truc, un énième truc sur ce sujet» et là, il y a 2 options, soit, bah, il fait exactement la même chose que tout le monde, en tout cas sur le papier, je me dis: «Bon, bah, tant pis, je passe» ou alors je me dis: «Ah tiens, justement celui-là, il a un truc très différent par rapport aux 100 autres que j'ai vus et là, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de le voir», tu Mhm. vois? Donc ça, c'est vraiment un truc, qu'il faut comprendre et c'est très difficile pour un entrepreneur, c'est de se mettre dans la peau d'un investisseur qui reçoit plein, plein, plein de dossiers sur tous les sujets possibles et imaginables et c'est ça, en fait, c'est quand tu es entrepreneur, tu es en concurrence avec d'autres entrepreneurs qui sont sur des secteurs d'activité complètement différents aux tiens et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le business angel, il a le choix entre investir dans des fusées ou investir, dans, je sais pas, une solution qui, enlève le papier, dans l'entreprise. Ça n'a strictement rien à voir et pourtant il va considérer les 2 parce qu'en fait, les 2 boîtes sont à peu près sur des niveaux de maturité, tu vois, similaires, font des revenus à peu près similaires donc du coup, qu'est-ce qui va faire que le BA va en choisir une ou l'autre? C'est des éléments de valorisation, c'est évidemment la qualité de l'équipe, mais la qualité de l'équipe, c'est aussi subjectif. Donc il y a Mhm. plein, plein, plein il y a vraiment tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est difficile de comparer, en fait. Ouais, et puis aussi c'est pour ça qu'on parle de smart money quand on parle de business angel, c'est aussi son appétence sur le sujet, parce que il peut investir, mais comme tu le disais, il faut qu'il y ait voilà un background de son côté aussi qui fait qu'il va être légitime pour potentiellement apporter autre chose que son argent, mais aussi peut-être du réseau, peut-être des conseils, c'est ça aussi. Ouais, tout à fait. Il y a smart money et smart money, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, vont parfaitement connaître le secteur d'activité en question et qui vont aider, comme tu le dis, pour du réseau. Ou alors il y a des investisseurs qui vont aussi connaître parfaitement, ce genre de société, ce genre de taille de société, ce genre d'approche commerciale et là qui vont Mhm. aider à structurer, tu vois, la croissance, par exemple. Ok. Donc là, on a vu un peu
les éléments indispensables pour démarrer. Est-ce que dans le chemin là, il y a des erreurs classiques et c'est pour toi no-go quand tu vois arriver ce genre de choses alors je passe les détails de quelqu'un qui t'envoie un email avec pas d'objet ou juste un document PDF dedans, ça tombe sous le sens. Mais est-ce qu'il y a quelque chose pour toi hein, où tu te dis tiens là soit ils sont trop tôt, soit c'est mal amené, enfin les erreurs classiques. Il y a déjà un truc, c'est quand moi je comprends pas, Ouais, bah, en fait, il y a 2 options encore une fois. Soit je comprends rien du tout et j'ai pas le temps de creuser et je me dis: «Bah, c'est dommage, mais je passe», et j'ai peut-être tort, hein, mais c'est un problème de temps. Soit je comprends pas, mais je me dis: «Ah tiens, il y a peut-être quand même un truc parce qu'un tel me l'a envoyé et ce untel, c'est un mec, qui connaît super bien ce marché-là et cetera, donc il y a sûrement un truc à creuser», tu vois? Ou bien alors: «Tiens, j'ai vu quand même un petit truc, un petit indice dans le deck qui me fait penser que même si j'ai pas compris, c'est peut-être intéressant». Ou alors, justement, tout bêtement, hein, j'ai rien compris, mais il a des chiffres exceptionnels et là je me dis: «Ah attends, hein, je vais aller regarder ce qui se passe», tu vois? Mais ça, c'est clairement évidemment mais c'est très basique, hein, mais il m'arrive encore, peut-être 10 du temps, ou 5 ou 10 du temps de recevoir des pitch decks dans lesquels je comprends rien, y ouais, compris sur des secteurs qui sont facilement pourtant compréhensibles. Je parle pas de la biotech, tu vois? Et donc ça, normalement, ça doit plus arriver parce qu'aujourd'hui, il y a plein de ressources, hein, sur internet et tout pour faire un bon pitch deck et puis aussi vous pouvez tester autour de vous sur la compréhension du deck et cetera donc ça malheureusement, voilà, c'est une bon heureusement, c'est quand même une erreur qui se voit de moins en moins. ouais. Et puis souvent, par contre, ce qu'on voit, c'est, des decks dans lesquels il manque les KPIs. Il manque, les éléments sur le business model et les KPIs actuels. Donc là, on est obligé de redemander parce qu'en fait, c'est souvent des entrepreneurs qui essayent un peu de cacher de la poussière sous le tapis et donc ils ont un peu honte, en fait, de pas faire beaucoup de chiffre d'affaires sur les derniers mois et donc ils te noient le poisson et cetera et ça, c'est pas bon. En fait, il faut être hyper transparent sur ces chiffres et même s'ils sont petits, c'est pas grave. Parce qu'en fait, nous, ça nous arrive aussi de prendre des dossiers qui font pas de chiffre d'affaires. Donc, il y a pas de souci avec ça, mais il faut être très transparent dès le début et bien faire comprendre en quoi vous êtes différent et en quoi, le dossier, il est intéressant. Et là, à ce moment-là, OK, on se dit: «Ça vaut le coup de lui parler». Ok. J'avais demandé à mon réseau et à des entrepreneurs qui sont d'ailleurs passés dans le podcast s'ils avaient des questions pour toi. Donc il y en a certaines auxquelles on a déjà répondu, comme les éléments indispensables du pitch deck. Donc ça c'est un peu vu. Et puis je partagerai aussi, il y a quelques sites maintenant qui présentent aussi les meilleurs pitch decks qui ont déjà levé. Donc ça c'est top pour construire le sien. Il y a une question que m'a posée Xavier Dicor de chez Fari, qui est accompagné par le Village by CA. Il m'a demandé est-ce qu'il est préférable de lever des fonds après avoir développé leur produit, ou alors est-ce que c'est possible d'aller chercher des fonds pour opérer le développement du produit? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est possible de lever des fonds pour opérer le développement du produit, si et seulement si tu as une équipe très, très solide. Mhm. C'est-à-dire, soit alors là, le graal étant évidemment un serial entrepreneur. Bon, mais si tu es pas serial entrepreneur, au moins montrer que dans ton équipe, tu as un CTO très costaud qui a fait 10 ans de dev chez je sais pas qui. Toi, tu as, si tu es CTO, bah, tu as, bossé, X années, comme, je sais pas moi, j'en sais rien, directeur commercial, dans une boîte. Tu es appuyé par un advisory board très, 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 haut niveau et cetera. Là, déjà, ça pose et ça rassure, tu Mhm. vois? Et ensuite, si tu as une roadmap produit très claire et puis ensuite évidemment une valorisation, plutôt basse puisque aujourd'hui il y a rien d'autre que l'équipe. Donc en Mhm. fait, il faut vraiment un triptyque comme ça, mais c'est possible et oui, un truc aussi très important, c'est qu'il faut que ce que tu amènes sur le marché, ça soit vraiment neuf, nouveau, presque disruptif, j'ai envie de dire et que la proposition de valeur, on la trouve très forte et très ambitieuse. Voilà et si tu as tous ces éléments-là, oui, tu peux lever, pré-produit, pré-seed, on l'appelle comme on veut, en tout cas pré-revenu. Ouais, surtout si t'es sur un modèle qui est par essence peut-être pas scalable. C'est-à-dire que t'as du chiffre d'affaires parce que tu réponds aux problèmes que tu as identifiés, mais de façon un peu manuelle, j'ai envie de dire, et que tout l'objectif de la levée, c'est de développer le produit qui va te permettre d'automatiser et scaler ta proposition de valeur. Là, Oui, c'est ça dans ce cas-là, ouais, c'est faisable.
T'as raison, ça c'est possible, effectivement, il y a des dossiers comme ça, mais on voit aussi des dossiers où il y a même pas ça, il y a même pas de chiffre d'affaires, il y a même pas de boîte de conseil ou de service, et cetera, et il y a simplement une équipe qui est constituée, mais on voit que, tu vois, je pense par exemple notamment à une fondatrice d'une boîte récemment, qu'on a aidé à lever, de l'argent auprès d'Angel, et tu vois, cette nana-là, elle crée une boîte sur un domaine qui est assez technique, mais Mmh. le fait est qu'elle a passé 10 ans salariés, à des hauts niveaux dans des boîtes qui maîtrisent parfaitement ces sujets-là, qui non seulement maîtrisent parfaitement ces sujets-là, mais en plus ont besoin de la brique qu'elle développe. Donc là, Mmh. tu te dis: «Attends, la nana, elle sait particulièrement bien ce que les clients recherchent, puisqu'elle était là, tu vois, dans le game, et puis, donc forcément le produit il va plaire, et donc, elle a forcément des 1ers clients puisque, on sait très bien que quand tu te barres, et que tu es en bon terme avec tes anciens employeurs, bah, ça peut devenir tes premiers clients. Donc tout ça, tu vois, imbriqué l'un dans l'autre, font dire que, bah, oui, ça peut être un bon deal intéressant, surtout si je rentre sur une valo assez basse aujourd'hui, bah, le prochain tour, ça va forcément augmenter, et donc ce sera intéressant. Mmh. Tu viens de parler de 2 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Alors, on va peut-être les traiter, séparément. Mais là, tu viens de dire que cette femme que vous avez aidée, est-ce qu'elle était seule? Et c'était justement une question que j'avais, à te poser. C'est quoi ton avis sur les, solo founders ou les entrepreneurs qui, ont pas leur, cofondateur, Ouais. CTO ou autre chose, Donc là, elle, en l'occurrence, elle était pas seule, elle avait un associé qui Mmh. qui qui, heu, qui aussi avait un profil intéressant. Mais moi, j'ai pas d'avis négatif sur les solo founders, pas du tout. Il y a qu'à regarder Mark Zuckerberg, il est tout seul, hein, tu vois? Et il a créé l'un des géants de la tech. Donc moi, je pense qu'on peut réussir en étant solo founders. C'est peut-être plus compliqué, je sais pas. Oui, peut-être que statistiquement, les gens qui sont plusieurs ont plutôt tendance à mieux réussir. Mais c'est une moyenne et c'est des stats, et donc ça veut dire qu'il y a aussi des exceptions. Donc voilà, moi j'ai vu des cello founders, construire des boîtes démentielles, et qui sont devenues très grosses, rentables, intéressantes, qui se sont vendues cher, et cetera. Donc j'ai pas de souci avec les solo founders. OK, ça marche. Ouais, ça rassurera ceux qui nous écouteront et qui sont peut-être seuls, pour le moment. Et de manière générale, excuse-moi, mais de manière générale, en fait, dans le monde de l'investissement, je trouve que honnêtement, il y a tellement de paramètres différents dans la réussite ou l'échec d'un projet, que en fait, c'est di moi je trouve ça je me questionne toujours un peu sur la rigidité des principes d'investissement dans les tests d'investissement, tu vois? Les gens qui disent: «OK, nous on investit que en B2C ou que en B2B ou que, justement quand il y a 3 fondeurs ou que», tu vois? Moi, je comprends pas, en fait. Ouais. Tu vois? Alors là où je peux comprendre, attention, c'est, quand des investisseurs disent: «On investit que dans tel secteur ou tel métier parce qu'on le connaît parfaitement bien». Ça, je comprends très bien, parce qu'ils vont apporter que de la valeur là-dedans, et OK. Mais tu vois, des trucs un peu plus généraux comme le B2C, le B2B, le tel marché, ou alors ils sont 3 fondeurs ou pas, honnêtement, je comprends pas, et je pense qu'honnêtement, ils se coupent de plein de de pépites potentielles. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, en plus, moi, je suis pas du tout dans le monde de l'investissement, mais j'aperçois que il y a certains dogmes qui sont un peu en train de s'effondrer, et tant mieux parce il y a aussi, comme tu le disais, ben, un écosystème qui se structure et aussi une nouvelle génération d'investisseurs qui sont un peu moins old school et donc qui ont un peu moins de réflexes d'investissement plus tradis. Et notamment, je l'ai vu quand ben, j'étais au Canada. En Amérique du Nord, le dogme j'investis que s'il y a un CTO, par exemple, pour les startups, il est aussi en train de s'effondrer dans le sens où ben, il y a un tel avènement aussi du no-code ou des projets qui démarrent un peu low-tech. En fait, si tu as déjà prouvé que tu étais capable d'aller chercher du chiffre d'affaires, de convaincre des clients, que tu avais une bonne traction, oui, t'as pas de CTO, mais c'est pour le moment, peut-être que tu vas aller chercher la rockstar CTO en faisant la levée de fonds. Donc ouais, j'ai vu apparaître ça. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Et puis à titre personnel, ça m'intéresse parce que tu le sais, avec Tracteur, on joue aussi un peu le rôle de CTO externalisé. Donc j'aimerais bien avoir ton regard Bien sur les sûr. tendances qu'il y a là-dessus. Écoute, ouais, c'est intéressant comme point parce que tu vois, on a vu début 2019, on a, accompagné une boîte,
Et cette boîte-là, donc et justement, c'était un solo founder, tiens, c'est un exemple marrant, un double exemple, un solo founder et il avait pas de CTO et il avait tout, en externe. Et on est allé voir des fonds et les fonds ont trouvé le dossier intéressant, mais ils ont tous dit: «Ah, il y a pas de CTO, on n'y va pas». Et après on est allé voir des angels et là les angels, il y en a plein qui y sont allés, tu vois? Qui ont Mmh. investi. Donc effectivement, là, on touche un peu du doigt, cette différence-là que tu évoques et les business angels, ils ont eu en fait, ont été, plus pragmatiques, en se disant: «OK, il y a déjà un produit qui existe. Certes, c'est pas le produit parfait. Certes, c'est pas l'équipe parfaite en interne, mais ça fait le job et ça fait un beau volume d'affaires. Donc quand on aura les moyens, bah, on embauchera un CTO rockstar». Tu vois? Et voilà et jusqu'à présent, on peut très bien s'en passer et encore pour les prochains mois. Donc c'est une approche en fait très pragmatique, moi qui me va bien et qui me correspond très bien personnellement. Maintenant, je dis pas que c'est, la vérité absolue, hein, et les Exact. VC, font pas, du tout, que des conneries évidemment, donc s'ils disent qu'il faut un CTO, ils ont certainement des bonnes raisons de le croire et de le penser. Mais voilà, moi c'est pas forcément ma philosophie mais encore une fois attention, il y a dossier et dossier. C'est-à-dire que si tu te lances sur un dossier hyper tech, hyper compliqué et que tu as pas de CTO dans les associés, bah, comment tu vas faire en fait? Enfin, tu Ouais, vois, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, si tu es sur un modèle, on va dire ça s'est tradit, avec, je sais pas, ou une marketplace, ou voilà, voilà, là le modèle de revenu est assez clair et lisible, ouais, c'est t'as ça, déjà une communauté, oui. en l'occurrence, c'était une marketplace effectivement et tu vois, ils utilisaient des briques un peu techno qui existaient un peu sur le marché avec une bonne agence et cetera et ça faisait le job et tu vois, jusqu'à, 1 ou 2 millions de volume d'affaires, écoute, ça fait très bien le job et puis après bien sûr on ira au-delà et on embauchera un CTO. Bon, c'est cool. Mais en effet, ça rejoint ce que tu disais avant. Il n'y a pas de vérité et tous les modèles sont possibles. Et puis après, ça force à l'entrepreneur d'aller convaincre les personnes que oui, il est dans la bonne voie et la bonne direction. Exactement. Je reviens juste sur, vu que on a parlé de cette femme que vous avez accompagnée, je suis obligé de te poser la question autour du sujet du financement pour les startups portées par des femmes. On l'a vu, il y a eu des chiffres qui sont parus grâce au collectif La Sista. Quel regard toi tu portes sur ce phénomène et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là Je Écoute, sais que ma question est pas forcément très précise, mais ouais, et bah, j'attends pas une alors réponse particulière de ta part, mais vu que tu es un peu plus au cœur dans l'œil du cyclone, tu pourras peut-être nous dire si ça évolue et qu'est-ce qui se passe. ouais, écoute, moi, ce que je vois en fait, bah, bon évidemment, enfin je fais le constat, comme tout le monde, hein, qu'il y a assez peu de femmes CEO qui lèvent de l'argent et cetera. Si je regarde un peu sur les deals qu'on a fait en 2020, je pense qu'on est bien supérieurs nous, chez Super Capital. Alors je sais pas, je pense que c'est complètement le fait du hasard, mais je pense qu'on est à au moins à deux ou 3 fois un taux 2 ou 3 fois supérieur de femmes entrepreneurs donc heu peut-être on peut espérer y voir un signe du marché qui est en train de changer, je sais pas, mais en même temps, sur 30 deals, c'est difficile à dire. On représente pas une part, assez importante du marché pour le dire, mais écoute, moi j'ai l'impression d'en voir, de plus en plus. Voilà, est-ce que c'est une réalité statistique? Pour l'instant, je suis incapable de te le dire et moi, en tout cas, en early stage, j'ai l'impression que j'en vois un peu plus qu'effectivement sur les grosses séries B et cetera. Mhm. Donc est-ce que ça veut dire que dans 3, 4, 5 ans, bah, il y aura du coup, ça va suivre son chemin et il y aura, de plus en plus de grosses séries B, avec des femmes? Ben, j'imagine que oui. En fait, en tout cas de ma fenêtre, j'imagine que oui. Maintenant, est-ce que ça va se vérifier? J'en sais rien. Ok, ça marche. Question sur le timing, je reviens là-dessus, plus sur le processus de levée de fonds. Je rencontre parfois des entrepreneurs qui lèvent des fonds peut-être pour les mauvaises raisons, ou en tout cas que moi je perçois comme des mauvaises raisons. C'est parce que ils arrivent un peu à court de liquidité et là ils se disent bah faut que j'aille trouver de l'argent parce que sinon c'est la vie ou la mort. J'ai l'impression que c'est pas une bonne raison, à toi de me dire. Mais en gros, voilà, à quel moment on juge que c'est le bon moment? Tu vois, est-ce que à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires ou à partir d'un certain seuil de je sais pas, où humainement on a besoin de recruter fort, ou alors partir à l'international, tu vois. Ouais. C'est quoi la question du timing en fait? Bah, d'abord, il faut vraiment pas que ce soit automatique.
de lever des fonds, il y a plein de très, très, très belles boîtes qui ont réussi à se développer incroyablement bien sans jamais lever 1 € ou alors, juste en levant un peu de friends and family, un peu de business angel et c'est tout et il y en a, tu vois? Il y en a, plein. Alors il y en a enfin, je sais pas s'il y en a de moins en moins, en tout cas, elles sont pas trop médiatisées, celles-là. Mais effectivement, ta remarque est la bonne, faut surtout pas, se dire: «OK, j'ai plus de cash dans 3 mois, je vais lever», parce que tu lèveras jamais. Tu vas pas lever en 3 mois comme ça et tout le monde va te griller et tout le monde va dire: «OK, lui, il vient parce qu'il a plus de cash et machin et ça marche pas». C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. OK. Comme Jack Ma, dit, il faut justement lever de l'argent quand tu n'en as pas besoin, car quand tu en as besoin, c'est trop tard. Mmh. C'est un peu comme, le vieil adage: «On ne prête qu'aux riches» et cetera, c'est un peu cliché, mais c'est aussi, il y a quand même une part de vérité. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est que toi, entrepreneur, tu traces ta route, tu développes ta boîte et il faut absolument que tu fasses comme si ta boîte, tu allais la développer de A à Z sans jamais lever 1 €. Tu dois te débrouiller avec tes clients, avec éventuellement un peu de dette bancaire, un peu de dette BPI, pourquoi pas, bon, peu importe, mais en tout cas, tu dois te débrouiller le plus, organiquement possible, d'accord? Et si avec ça, tu arrives à faire de la croissance, tu vois qu'il y a encore tu en as encore beaucoup sous le pied et cetera, là, tu peux te dire: «OK, je vais ajouter du carburant pour aller encore plus vite». C'est ça la démarche d'une levée de fonds et c'est pas: «OK, aujourd'hui ça marche pas, je vais lever des fonds et ça va marcher avec des fonds». Non, c'est faux. C'est 99 fois sur 100, ce sera faux. Voilà et la fois sur 100, ce sera parce que tu as eu de la chance, tu vois? Donc en fait, vraiment, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est toujours que vous êtes dans un train, vous êtes lancé à grande vitesse et vous devez montrer aux investisseurs potentiels que le train, il trace sa route, il va aller jusqu'à sa destination finale, que les investisseurs viennent ou pas. Donc c'est comme ça, c'est: «Mec, prends le train en marche, sinon, bah, tu vas rater l'opportunité». Alors évidemment, faut pas, non plus, lui parler comme ça avec un gros ego et cetera et en disant: «Je suis le meilleur du monde» et machin. Mais il faut juste, lui donner l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas tracer ta route d'entrepreneur et cette boîte, tu vas l'amener là où elle doit aller, tu vois? Et là, ça change complètement. Mais attention, il faut que ça reflète une réalité. C'est-à-dire que si dans 2 mois, tu te prends un mur, bah, non, bah, c'est mort. Voilà donc en fait, avant de lever des fonds, il faut, faire de la croissance, structurer une équipe, être vraiment une société crédible et intéressante et à ce moment-là, tu pourras mettre du carburant en plus. Il faut juste le voir comme du carburant. Ah, c'est hyper intéressant. Merci pour ce partage. Et en plus, enfin, moi, ce que ça me fait penser, c'est que, bah, en fait, si tu t'autofinances et que tu vas pas chercher des fonds tout de suite, au moment où tu vas y aller, certainement que bah, ta valorisation, elle pourra être supérieure aussi. Parce que Bien sûr, tu auras montré que t'as pas eu besoin d'eux jusqu'à présent, que tu t'es énormément structuré par toi-même, que tu as fait rentrer du cash. Donc, ouais, j'imagine bien que sûr. c'est important et même dans la négociation qu'il pourra y avoir aussi par la suite. Bien sûr, plus tu avances en fait dans ta vie d'entrepreneur, et plus ta société avance, effectivement en chiffre d'affaires, en croissance et même en rentabilité éventuellement, plus tu es tranquille pour effectivement, comme tu le dis, négocier. Parce que si tu es rentable et que tu as, 10 investisseurs qui toquent à la porte pour investir, bah, en fait toi, c'est toi qui maîtrises le timing, c'est toi qui maîtrises les négos, tout ce que tu veux. Toi, tu es tranquille, tu as ton temps et tu dis: «OK, ces mecs-là, je vais les faire rentrer à telle condition et à tel moment». Et mais pour arriver là, bah, évidemment, il faut avoir une boîte dans laquelle beaucoup de gens veulent investir, donc une boîte sexy qui a, soit des forts actifs technologiques, soit une forte croissance, ou soit qui est, la cible, désignée, de plusieurs acquéreurs potentiels, tu vois? Ok. Tu as dit, il va à grande vitesse, là, le train, il atteindra sa destination. Est-ce que, malgré tout, on peut lever pour amorcer un pivot ou c'est quand même risqué? C'est une bonne question. Alors si la boîte va bien, en termes de chiffre d'affaires, de croissance et cetera, ça va bien, mais qu'on se dit stratégiquement, il faut vraiment faire un pivot parce que, sinon dans 3 ans, on ira dans le mur ou, on fera juste une petite PME et nous on veut pas faire une petite PME. OK, là très bien. Si par contre, on est déjà dans la merde et qu'on doit faire un pivot, pour, question de vie ou de mort, plus compliqué. Ok. Ok. Juste avant, aussi, on parlait du besoin, mais
comment on l'estime ce besoin en levée de fonds? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit se projeter en se disant cette levée-là, elle va m'accompagner sur 1, 2 ans, et comment on détermine un juste montant? Est-ce qu'il y a un peu une formule euh, assez générique, tu vois, que tu pourrais nous Oui, partager? oui, en fait, il y a un marché. Il y a un marché du financement, il y a un marché des levées de fonds. Donc, je vais parler de celui de la France parce on est en France. Donc c'est à peu près valable en France et en Europe. Et aux US, c'est très différent. On va dire en France et en Europe continentale, en gros, pour une levée early stage de business angel, tu vas lever entre 200 K et 2 millions en Mhm. equity, d'accord? Entre 200 K et 2 millions, et tu vas te diluer d'à peu près une vingtaine de pourcents, 20-25% sur ce premier tour de table. Si ta boîte est vraiment exceptionnelle et que tout le monde a envie d'investir, tu vas te diluer seulement de 10 ou 15% évidemment, et tu vas lever beaucoup. Mais en gros, c'est ça un peu le range. Et aujourd'hui, le range d'une levée de fonds en valorisation en France, c'est entre 1 et 5 millions d'euros à peu près. Je parle vraiment des levées early stage avec des angels, hein. Mhm. Entre 1 et 5 millions d'euros de valorisation et entre 200 K et 2 millions de levée de fonds, de tour de table. Ça, c'est vraiment le marché aujourd'hui. Aux US, c'est plutôt 2 fois ça. On va dire que les valos early stage, c'est entre 5 et 10 millions. Et puis les gens vont lever entre 500 K et 3-4 millions, tu vois, Ok. en early stage, donc c'est à peu près le double. Mais voilà un peu donc les données de marché. Et après, comment tu estimes ton besoin? Bah, c'est aussi par rapport à ta taille aujourd'hui, quel est ton MRR aujourd'hui, quel est ton CA, quel est ton nombre de clients, quel est ton rythme de croissance, très important. Ça va déterminer ta valo et combien tu peux lever. Combien aussi tes concurrents ont levé en France, combien, ouais, quel est le multiple un peu de valo sur le marché, tu vois, pour ton business model, et cetera. Et ouais, alors j'entends. Et sur, admettons, j'estime que j'ai besoin de 1 million sur 2 ans. Est-ce que vaut mieux potentiellement faire une première levée de 500 sur la première année et une deuxième année relever 500, ou vaut mieux aller tout de suite chercher mon ticket d'1 million? Si tu peux aller chercher un ticket d'1 million tout de suite, c'est bien d'aller chercher 1 million tout de suite parce que, bah, tu vas te diluer qu'une seule fois et puis en plus, tes efforts, tu vas les faire pendant 3-4 mois, une fois et pas 2 fois. Parce que refaire un deuxième tour, bah, c'est en fait, ça prend presque autant de temps que le premier. Parce que les entrepreneurs se disent toujours: «Ah, le prochain tour, ça me prendra moins de temps et d'énergie», mais en fait, c'est jamais le cas. Quasiment jamais le cas. Donc en fait, c'est toujours mieux de lever un tour, gros d'un coup dès le début, mais encore faut-il en avoir les capacités. Les capacités, ça veut dire les bons metrics, la bonne croissance, et suffisamment d'investisseurs, intéressés. Parce que 1 million en equity en France avec des angels, c'est beaucoup, c'est un gros Ouais. tour. Tu vois, Ouais, ouais, nous, ouais. chez supercapital.fr, le tour de table moyen, c'est 600 K Mhm. Ok. 600K qui en doivent equity. supporter en equity et qui sont là pour accompagner justement cette phase d'accélération de cette phase d'amorçage-là. Et du coup, c'est quoi les objectifs que les angels mettent sur ce ticket moyen-là? C'est quoi qui est attendu comme KPI à Ouais. atteindre? Ouais, ce qui est attendu dans les 12, 18, 24 mois, c'est, éventuellement d'aller faire une série A auprès de VC, et donc c'est, de faire, en gros, pour schématiser et vraiment vulgariser le truc, atteindre 100 K de MRR. Ok. Si tu arrives à atteindre 100 K de MRR, tu commences à être dans le radar des VC, donc tu commences à, voilà, être attractif pour ces gens-là. Donc ça veut dire que si tu investis aujourd'hui sur une boîte qui fait 20 ou 30 K de MRR, bah, il va falloir faire fois 4 fois 5 en 12, 18, 24, 36 mois max. On a dit MRR, je crois qu'on n'a pas défini l'acronyme, mais c'est le Monthly Recurring Revenue, ou revenu mensuel récurrent. Donc c'est Exactement. une donnée hyper importante pour les angels, en effet. Et dans MRR, il y a bien, comme tu l'as très bien dit, recurring. Donc ça veut dire que c'est du revenu récurrent. Attention, du chiffre d'affaires normal non récurrent, ça se valorise pas du tout autant que du MRR et ça s'appelle pas du MRR. Mhm. Notamment pour une startup qui, en démarrage, pourrait avoir un modèle un peu hybride entre je fais du conseil pour faire rentrer du cash et j'ai un peu de recurring. Ce Ouais, qui sera vraiment regardé par les investisseurs, ce sera uniquement le récurrent, et ils vont pas prendre forcément en compte le chiffre d'affaires, on va dire, plus exactement. ponctuel, même si ce chiffre d'affaires-là est quand même notable. C'est juste que il est peut-être dépendant d'une personne, et si cette personne-là s'en va, ben, il rentrera plus. Enfin, C'est ça. bref. Et surtout, moi, investisseur, j'investis sur un business model donné, un business model cible, business model que je connais bien
et non pas sur plusieurs business models. Donc en fait, j'investis sur le business model du SaaS, OK, très bien. Je sais que le SaaS, ça se paye entre, 4, 5, 6 fois, le revenu, récurrent annuel, des parfois 10 fois, ou parfois 20 fois même aux US et cetera. Bref, mais je sais que le revenu conseil, ça se paye même pas une fois, les revenus, annuels ou alors effectivement comme tu le dis même zéro, c'est-à-dire on le regarde même pas. Ok. Une dernière question, et puis après je te demanderai si tu as des ressources à nous partager particulières. Enfin, en vrai, j'en ai encore plein, mais j'ai envie qu'on reste sur une première étape un peu introductive. Et déjà, merci pour tous les partages. Ton avis sur quelque chose qui se démocratise beaucoup, enfin en tout cas moi je le vois dans le réseau de startups qui cherchent à augmenter leur capital, c'est le crowd equity. Donc c'est le financement participatif mais approprié au monde startup, on va dire. J'essaierai aussi d'avoir un épisode avec un des acteurs du crowd equity, mais est-ce que un tour de crowd equity réussi peut aider à faire effet de levier pour aller chercher peut-être plus de business angel? Bref, est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois dans ton schéma? Oui, ça peut aider. En fait, il faut bien comprendre que c'est pas les mêmes investisseurs. Oui, Sur les plateformes de crowd equity, ce sont des petits investisseurs qui vont investir, généralement, pour schématiser entre, 1 000 et 10 000 € grosso modo. Alors que les entre guillemets «les vrais business angels», ils vont investir entre 10 000 et 100 000, des tickets de 10 000 et 100 000. Donc c'est à peu près 10 fois, ce qu'on trouve sur les plateformes de crowd equity. Donc ça peut être complémentaire ou ça peut être effectivement, une séquence, ça peut se suivre. Donc oui, je dirais que c'est plus facile pour les boîtes, qui parlent bien au grand public, les boîtes B2C, les boîtes, de dont le grand public va connaître les produits, va les avoir vus, les avoir utilisés. Une boîte purement B2B, je sais pas, du SaaS B2B, en crowd equity, je suis pas sûr que ça marche super bien. Mais ouais, il faut bien comprendre à qui on s'adresse, voilà, comme interlocuteur. Ce qu'il y a de vachement bien par contre maintenant avec les plateformes de crowd equity, c'est que toutes elles, regroupent les investisseurs dans des holdings, des SPV, et donc en fait, l'entrepreneur, il a qu'un seul interlocuteur de tous ses petits actionnaires, c'est le président de la holding, qui est soit l'entrepreneur lui-même, soit, une personne de la plateforme ou, l'un des représentants des BA, qui a mis le plus gros ticket, par exemple. ok, ça marche. On a fait un bon premier tour. Évidemment, il y aurait plein d'autres questions encore à te poser, mais je pense là, on a bien défriché. Et je te remercie parce que je voulais naturellement faire cet épisode assez introductif et pas qu'on soit sans arrêt en train de sortir des acronymes et du vocabulaire propre au monde de l'investissement. Donc c'est très cool. Je pense que ça va être hyper utile pour des gens qui sont en tout cas en démarrage et qui se posent la question à un moment donné dans peut-être 6 à 9 mois d'aller lever des fonds parce que ça, moi, c'est quelque chose que je retiens et il y a une méconnaissance peut-être du timing de la levée. Donc, beaucoup de gens pensent qu'en 3 mois c'est faisable alors qu'en fait non. Ben, il faut bâtir une vraie relation et vraiment travailler cette phase-là en amont de pitch deck, de même on n'a pas parlé, mais de la phase tout simplement de pitch, parce que vous pouvez avoir un super beau pitch deck et arriver devant les investisseurs et puis vraiment être hésitant et pas arriver à convaincre. Mais bon, ça normalement, quand on est arrivé là, on se prépare. Bah, pas toujours, hein, parce que parfois on voit des super pitch decks exceptionnels sur le fond et sur la forme. On se dit: «Je vais échanger avec l'entrepreneur, ça va être génial», et en fait, on voit des entrepreneurs qui nous convainquent pas du tout, du tout, du tout, et il y a une énorme différence entre les 2, et donc là, clairement on n'y va pas. Et parfois on a la surprise inverse, c'est-à-dire qu'on voit un pitch deck vraiment horrible, affreux, qu'on comprend rien, qui est vraiment pas mal designé et cetera, et on y va à reculons, mais on y va quand même parce qu'on se dit, le truc est quand même sympa, enfin, soit il y a des beaux chiffres ou alors, je sais pas, la proposition de valeur nous paraît intelligente, et là, on rencontre des entrepreneurs exceptionnels, et qui nous, et là, on se dit: «Ah ouais, non, mais en fait, j'aurais été vraiment bête de pas, lui demander de mise en relation juste parce que le deck était pas beau», mais il faut vraiment bien comprendre que parfois ça peut nous faire passer à côté de pépites, quoi. Ça marche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que tu aimerais dire Non, bah, voilà, écoute, tu avais parlé des ressources. Moi, il y a une bible dans l'angel investing, l'investissement donc en early stage, qui s'appelle Angel, de Jason Calacanis. Jason Calacanis, c'est, un investisseur californien qui est célèbre pour avoir investi dans au moins 6 sociétés qui sont devenues des licornes comme, Uber, Calm, Headspace, Robinhood, des choses comme ça.
Et donc il est assez génial parce qu'il est assez contrasté aux États-Unis, c'est-à-dire que, certains l'adorent, certains le détestent, mais en tout cas, son livre est très pratico-pratique, très Mmh. pragmatique à l'américaine et c'est vraiment très intéressant parce que, si tu veux te lancer comme angel aujourd'hui, bah, tu lis ça, bah, tu as 80 des clés pour le faire. Génial. Je partagerai ça. Je partagerai bien évidemment, le site de supercapital, .fr ou .vici parce que maintenant vous Il y a les avez les 2. 2. Ouais, il y a Les les 2. 2. .fr, c'est la communauté d'Angel et .vici, c'est notre fonds. OK. Pour les personnes qui veulent, te contacter, elles peuvent passer par ces sites-là. Sinon tu as, LinkedIn, et tu veux peut-être, partager, je sais pas moi, ton mail ou quelque chose? Ouais, complètement, ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn sans problème et puis, il y a mon mail sur, supercapital.fr, donc c'est co@supercapital.fr, OK. très simplement. Donc si on a une demande, spécifiquement pour se faire accompagner sur, une levée de fonds, les personnes qui te contactent, c'est pas, juste, «Salut Corentin», mais vaut mieux déjà arriver avec les éléments, dont tu m'as parlé, c'est-à-dire, pitch deck et un BP. Exactement, exactement. Quitte à, toi, tu fais aussi cette phase-là d'accompagnement, quitte à ce que ce BP-là et ce pitch deck-là soient retravaillés, Bien sûr, éventuellement. bien sûr, bien sûr. Ouais, absolument. OK, et ben, merci beaucoup, Corentin. Je suis vraiment content, de cet échange. Je te dis à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.